Mesdames, Messieurs, bonsoir. Une fois de plus, merci et bienvenue sur Ziana TV. Avant tout, bonne année, bonne santé et surtout, nos vœux les meilleurs à vous et à vos proches pour cette année 2016. Pour inaugurer cette nouvelle année, nous avons comme invité pour votre premier numéro de Grand Témoin un jeune, il a 33 ans. Il vient du Congo-Brazzaville et membre de notre diaspora puisqu'il habite en France avec sa famille. Il est le président du mouvement des jeunes pour le changement. Il a été l'un des acteurs au cœur de l'actualité politique au Congo. Il a été à Diata, il a été à Bakongo. Il a lui-même aussi goûté au geôle de la DST et pourtant il reste optimiste pour que ce pays, ce Congo natal puisse avancer, puisse connaître cette émergence qui lui a été promise pour 2025. Mesdames, Messieurs, recevez avec moi Monsieur Dave Euphrem Mafoula. Dave Euphrem Mafoula, bonsoir. Bonsoir Monsieur Cyr. Bonne année. Merci à vous aussi. Merci d'avoir accepté l'invitation de Ziana TV. Vous êtes le premier Grand Témoin de cette année 2016 déjà. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette année qui commence? Souhaitez-moi bon courage et bonne chance. Voilà, c'est le courage qu'on va vérifier aujourd'hui puisque certains qui vous découvrent aujourd'hui ne vous connaissent pas. On va, en tant que grand témoin, rentrer un peu dans votre vie. Vous êtes né à Brazzaville, vous commencez votre école primaire et ensuite vous allez du côté de Lukolela. Oui, je suis né à Brazzaville. J'ai commencé l'école primaire à Brazzaville et puis je suis allé la terminer à Lukolela. Donc c'est une localité, c'est un district de la région de la Cuvette, juste après le district de Mosaka. Là où j'ai fait CE2, CM1, CM2. Alors comment ça se passe quand on quitte comme ça la capitale pour se retrouver dans un district où on est quand même loin quasiment de tous les loisirs qu'on peut avoir en ville? Comment est-ce que vous vivez en fait ces moments-là? Bon, vous savez, quand on est à l'école primaire, c'est pas à vous de décider, hein, c'est les parents. Donc lorsque les parents décident, vous suivez. Donc j'ai suivi les parents, je suis allé, mais c'est vrai que c'était un moment difficile avec le comportement des autres à Lukolela. C'était pas vraiment quelque chose auquel j'attendais, mais il fallait. Voilà, vous suivez les parents et pourtant c'est toujours eux que vous suivez quand vous revenez à Brazzaville avec eux pour faire le collège et le lycée. Effectivement, j'ai grandi avec ma tante, donc son mari était sous-préfet à Lukolela. C'est même là où j'ai eu déjà le goût de commencer à faire la politique parce que je le voyais faire. Et puis bon, quand il a été démis de ses fonctions, on est reparti, on est revenu à Brazzaville et c'est là où j'ai continué ma scolarité. Donc Dave, un jeune normal, dans un collège normal, qui fait un lycée normal. Non, ouais, dans un collège normal, qui fait un lycée normal. J'ai toujours fréquenté les écoles publiques. Voilà. C'est quelles écoles déjà pour ceux qui vous suivent? Parce qu'il y a peut-être des gens qui j'ai fait mon collège au collège à Aneto, donc c'est vers Petite Chose. Et puis j'ai fait le lycée au lycée 5 février de Mpila. Voilà. Lycée 5 février, vous avez votre bac. À ce moment-là, vous rentrez à Maringouabi. J'ai fait mon bac, mais j'ai pas tout de suite mis mes pieds à l'université parce que bon, j'ai eu quelques soucis avec la famille et donc du coup il fallait passer une année comme ça. Bon après l'année après que j'ai eu mon bac, bon, j'ai fait mon entrée à l'université Maringouabi. Et là nous sommes en quelle année? Et nous sommes en 2004. Voilà, parce que j'ai eu ma bac en 2003, oui. Donc 2004, non 2005, donc 2003 j'ai eu mon bac, 2004 je suis pas allé. Donc voilà, c'était une année blanche pour moi et 2005 que je suis allé à l'université Maringouabi. En économie? Oui, je suis allé au département de l'économie, là où j'ai fait ma licence en économie. Et puis bon, j'ai quitté l'université Maringouabi en faisant ma licence, j'arrive en France et il fallait continuer mes études. Alors comment ça se passe en France puisque vous commencez déjà dans une école, en fait, l'école Rabelais, et après vous vous retrouvez en fait à la CNAM? Comment est-ce que vous arrivez comme ça à gérer ce parcours en fait de l'homme qui est l'économie? D'accord, je quitte l'université Maringouabi pour l'université François Rabelais à Tours.
Et tout de suite, vous comprenez déjà qu'il y a, il y a une différence entre les deux pays, entre les deux systèmes éducatifs. Vous avez le système éducatif d'un pays dit pays développé et le système éducatif d'un pays dit en voie de développement. Enfin, ils appellent ça comme ça, mais moi, j'aime pas le terme en tant qu'économiste. Je préfère qu'on appelle ça encore sous-développé. Parce que c'est trop gentil d'appeler ça pays en voie de développement. Bref. Et donc, j'arrive et je comprends tout de suite que j'ai la facilité ici de faire mieux que ce que je faisais au Congo. Et donc, j'arrive à François Rabelais. Et puis, bon, j'ai commencé, mais je n'ai pas fini mon master à François Rabelais parce que, bon, il y a eu pas mal de choses qu'il fallait présenter, que je n'étais pas en possession de ces choses-là. Et donc, j'étais obligé de m'orienter vers le CNAM où j'ai passé mon master en gestion des ressources humaines. Voilà, donc nous nous adressons, nous, maintenant, à un spécialiste de la gestion et de l'économie, M. Euphrem Afula. Alors, au fur et à mesure qu'on vous voit, en fait, aujourd'hui, nous vous recevons d'abord parce que vous êtes le président du mouvement des jeunes pour le changement. Aujourd'hui, vous êtes un militant aguerri, sinon reconnu sur la scène politique congolaise. Déjà, à quel moment vous êtes pris, notamment dans ce militantisme, dans votre parcours, en fait, Euphrem Afula? Bon, je pense que cette histoire de la politique a commencé depuis que j'étais petit. C'est juste le souci de ne pas voir les autres souffrir. Nous sommes des étudiants, mais on n'est pas vraiment pris en compte. Et lorsqu'on a réclamé des bourses, j'ai vu comment est-ce que l'État réagissait et j'étais pas d'accord. Et à un moment donné, j'avais envie d'intégrer l'ULECO. Alors, il faut juste dire l'ULECO, c'est quoi exactement? L'ULECO, c'est le syndicat des étudiants. L'ULECO, Union libre des étudiants et élèves du Congo. Et donc, j'ai voulu commencer, mais ça n'a pas marché. Tout de suite, ça n'a pas marché. J'ai vu comment est-ce que ceux qui étaient déjà dans la machine l'ULECO travaillaient. Je me suis dit, je ne pourrais pas avoir ma place là. Et puis bon, c'est comme ça que ça a commencé, l'envie de vouloir prendre le devant, de vouloir aider les autres. Et puis bon, j'arrive en France et là, quand je vois ce qui s'est passé en France, la vie en France, l'organisation de l'État en France, l'organisation de la famille en France, je me dis, mais pourquoi pas chez moi? Et donc, c'est comme ça que cette idée-là de se lancer en politique m'arrive pour essayer de mieux faire. Vous lancez en politique avec déjà des grands moyens, puisque vous rentrez et vous fondez donc une structure en 2011, en fait, le mouvement des jeunes pour le changement. Vous voulez changer quoi exactement, Euphrem Afula? Bon, déjà, il faut commencer que lorsque j'ai eu l'envie de faire la politique, je ne suis pas allé tout de suite frapper sur les boutiques politiques qui existent. Parce que je me suis rendu compte que en fait, c'était presque du pareil au même. En fait. Quand tu vois le PCT, l'UPAD, MCDD, donc les grands partis de notre pays, je me suis dit, c'est pas ce que je veux. Parce que le mouvement des jeunes pour le changement, c'est comme les jeunes, en fait, c'est une vision qui veut de la rupture du système actuel. Voilà pourquoi nous appelons ça changement. Et donc c'est le changement systémique que nous voulons. Donc je me suis dit, les vieux partis qui existent dans notre pays sont dans une logique qui revient un peu des années 60 et tout ça, là, le monopartisme et tout. Et donc je me suis dit, les jeunes aujourd'hui, par rapport au changement sociétal, ils ont besoin d'autre chose, ils ont besoin d'une autre vision. Ils ont besoin du renouveau politique. Donc il fallait créer le mouvement des jeunes pour le changement. Comme on le dit, on a besoin du changement. Ce changement est une demande profonde des populations. Et voilà pourquoi je me suis lancé dans la création de cette association à caractère politique. Alors, vous êtes lancé dans cette association déjà en prenant part aussi, là en 2000, on arrive là en 2015, en fait, à un moment important de la vie politique congolaise, qui est le dialogue du Diata. Vous y êtes présent en tant que président du parti politique et aussi en tant que membre de la diaspora. Effectivement, mais avant d'arriver là, c'est-à-dire le mouvement des jeunes pour le changement, je commençais déjà à mener les activités. Donc, je faisais beaucoup plus des rencontres citoyennes où il fallait essayer de vendre la vision du MJC. Donc, la vision du MJC, notamment, nous parlons beaucoup plus sur l'éthique, la morale. Nous parlons beaucoup plus sur la démocratie. Nous expliquons aux jeunes aujourd'hui sur la manière de faire la politique, l'engagement en politique. Et on revient un peu sur les notions de patriotisme et de la République, sur les valeurs et les principes. Et donc, en faisant cela, ça commençait déjà à prendre de l'ampleur. Les jeunes venaient vers nous pour adhérer au mouvement. Et donc, comme ça, on participait aux émissions pour véhiculer le message du MJC. Et donc, lorsque, en juillet, je rentre à Brazzaville,
je ne m'attendais pas à une organisation du dialogue du Diatta. Et donc j'arrive, et c'est le grand Mafimba, Guy Mafimba, qui m'envoie un message inbox sur Facebook en me disant dès que tu arrives, tu me fais signe. Et quand je suis arrivé, je l'ai contacté et on a discuté par rapport à nos positions parce que au départ, le mouvement des jeunes pour le changement était un mouvement de Nini, c'est-à-dire on n'était ni de l'opposition ni de la majorité. La vision, c'était la jeunesse d'abord. Oui. Et donc, lorsque nous regardons, nous avons vu comment est-ce que on torpillait la démocratie au Congo sur la question de la Constitution, on s'est dit il faut prendre une position. Et c'est là où on a pris position pour le respect de l'ordre constitutionnel. Et donc, on discute avec le grand Guy Mafimba et lui qui m'oriente vers l'IDC, le FROCAT, parce qu'il n'y avait pas l'IDC. Et donc c'est comme ça que je suis rentré dans... Alors, pour parler de cette constitution, Dave, je sais que vous avez fait déjà, en fait, à un moment donné, des plateaux, bien avant que ce débat arrive sur la place publique, sur cette question de la constitution. À ce moment-là, vous vous disiez quoi exactement, alors que les Congolais lambda n'étaient pas encore attentifs à ce changement qui devrait arriver? Oui, j'ai commencé à parler de la Constitution en 2012. Je pense que le premier plateau que j'ai fait sur ce sujet, c'était sur MNTV. En parlant de la Constitution, moi, je voulais beaucoup plus se faire comprendre, d'abord aux autorités politiques et aux populations congolaises, que cette question avait un lien, mais direct, avec les questions d'emploi aujourd'hui. Parce que, vous savez, lorsque nous sommes dans un pays où le taux de chômage est vraiment élevé et que les politiques s'arrangent à trouver des solutions pour enrayer ce problème, mais des fois, ils ont un esprit d'oubli. Tout de suite, ils ne comprennent pas que le sujet qu'on est en train d'alimenter peut créer encore une autre situation. Donc, lorsque vous avez des questions, lorsque vous voulez trouver des solutions aux questions du chômage, il faut essayer de baliser tout le chemin. Donc la question sur la Constitution, pour moi, elle était malvenue parce que lorsque vous parlez de la Constitution, vous brisez votre stabilité politique. Et donc, créer les conditions pour qu'il y ait de l'emploi pour tout le monde, c'est faire en sorte qu'il y ait des idéaux dans votre pays, c'est-à-dire les investissements directs étrangers. Mais ces investisseurs étrangers ne viennent pas s'installer dans un pays où il y a un trouble sur le social. Et donc, la question sur la Constitution fragilisait la stabilité politique. Et donc, on ne pouvait pas avoir plus des IDE lorsque on était en train de parler sur la Constitution. Donc, voilà pourquoi. C'était sur ce cadre-là que je parlais de la Constitution déjà, avant d'arriver sur le social et le politique. D'abord économique. Donc, vous êtes arrivé sur le social du côté du Diatta. On vous a vu, en fait, prendre part activement. Et vous connaissez comme nous que cette Constitution a été adoptée, promulgué, il y a eu un référendum, et là, on vous retrouve, vous, Dave Ifremafula, puisque vous faites l'objet, en fait, d'une arrestation. Déjà, on vous recherche le 9 octobre, puis le 21, vous êtes arrêté. Qu'est-ce qu'on vous reproche exactement quand on sait que le 20, en fait, il y a eu cette journée de désobéissance civile? Bon, vous savez, lorsque vous avez pris part à une organisation telle le dialogue de Diatta, vous faites un petit nom. Mon combat politique, c'était d'abord la démocratie. Et donc, lorsque dans le mouvement des jeunes pour le changement, nous avons une vision qui va dans le sens de la démocratie, il fallait regarder est-ce que changer la Constitution était démocratique ou n'était pas démocratique. Est-ce que la manière dont on voulait changer la Constitution était constitutionnellement respectée ou pas. Et donc, lorsque nous avons vu que ce n'était pas respecté, j'ai pris part. Donc nous avons pris part avec les autres du mouvement des jeunes pour le changement. Et c'est là où, en tout cas, tout le mal a commencé. Parce que lorsque vous êtes au pays, les gens ont tendance à beaucoup plus s'affilier avec le PCT pour éviter des problèmes. Et donc d'abord les jeunes qui me suivaient beaucoup se sont retirés parce que bon, ils ont cru que j'ai pris une position qui était un peu très dangereuse pour nous. Mais il fallait le faire parce qu'il s'agit là des convictions. Et ce n'était pas des sentiments. Et donc quand je le fais... l'annonce sur le référendum, on n'était pas d'accord et nous avons profité de la journée du 9 qui était une journée officiellement déclarée journée de campagne et donc nous avons organisé une marche pacifique et cette marche malheureusement elle s'est mal terminée. On a cru vouloir faire usage de nos droits fondamentaux, c'est-à-dire liberté d'expression, réunion, manifestation, mais tout de suite on nous a répondu par des actes un peu, on va dire, durs.
qui ont signifié qu'au Congo, la loi, c'était pour la forme, ce n'était pas vraiment le fond. Et donc, ce jour-là, on n'a pas mis la main sur moi, on a mis la main sur les autres, qui jusqu'à présent sont encore à la maison d'arrêt. Et puis bon, moi, je croyais que c'était quelque chose qui pouvait se régler facilement. Malheureusement, non. Et puis jusqu'à ce que, bon, on vient me prendre le 21. Alors, on va juste rester sur la chose du 9, puisque vous nous dites qu'il y a des personnes qui ont été arrêtées, qui devraient être avec vous. Ce jour-là, ces 3 personnes qui sont prises, c'est lesquelles? Alors, on a pris Marc-Alain Monteau, on a pris Ludovic Ngoni, on a pris James Makubu, on a pris 2 autres que j'ai oublié le nom, parce qu'il y a un étudiant qui est rentré comme ça parce qu'il y avait une foule. Bon, on l'a pris et jusqu'à présent, ces personnes-là sont à la maison d'arrêt. Aujourd'hui, vous êtes ici à Paris, mais entre-temps, vous avez fait l'objet d'une arrestation. Comment ça se passe? Vous vous retrouvez, parce qu'on parle toujours de ces célèbres geôles de la DST, vous vous retrouvez à la DST, ça se passe comment? Êtes-vous violenté? Êtes-vous torturé? Comment ça se passe, David Frémant Foula? D'abord, avant que j'arrive à la DGST, il faut qu'on maîtrise un peu qu'est-ce qui m'a emmené là-bas. Le 20, nous avons vu ce qui s'est passé à Brazzaville. Donc, c'était vraiment un climat inacceptable. Et moi, le 21, je prends ma voiture, je sors parce que je suis à Talangaï lorsque tout cela se passe. Et donc, le 21, je sors, je vais vers Bakongo. Quand j'arrive à Bakongo, c'est là où j'avais vraiment compris que Brazzaville ne vivait que d'une partie, la partie nord. Et en tant que jeune politique, je me suis dit, c'est pas quelque chose que moi je peux laisser faire comme ça. Il faut peut-être que je trouve des moyens pour essayer d'en parler avec les jeunes de Brazza Sud et Brazza Nord. Donc ça, c'est le 21. J'ai voulu organiser une rencontre citoyenne avec les jeunes de Brazza Nord et de Brazza Sud. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je me dis, il faut d'abord trouver la salle. Donc, je contacte un ami pour qu'il me mette en contact avec le responsable de la salle de la semaine africaine. Son téléphone ne passe pas. Et tout de suite, je me dis, bon, lui, je vais l'avoir parce que les messages, ça ne passait pas. Il fallait appeler quelqu'un de Brazza Nord qui pouvait mobiliser les jeunes. Donc, j'appelle quelqu'un que je ne maîtrise pas bien, mais je sais qu'il est dans les histoires avec les jeunes. Et je l'appelle pour lui dire, est-ce que tu peux venir quand on se voit parce que j'ai besoin que tu mobilises des jeunes pour moi. Et donc, quand il arrive au téléphone, on ne s'est rien dit. Quand il arrive avec 2 personnes que je ne maîtrisais pas. Je lui pose la question. C'est qui? Il me dit non, c'est mes amis, ils sont aussi mobilisateurs. Je dis mais moi, je n'ai pas besoin des mobilisateurs. Pour 40 personnes, tu n'as pas besoin des mobilisateurs. Il ne savait pas le chiffre. Donc, c'est dans ce moment-là que je lui sors le chiffre. J'ai besoin de 40 personnes. Il me dit mais non, mais la mobilisation à Brazzaville, tu le sais, il faut avoir l'argent et tout. Je dis écoute, moi, je n'ai pas l'argent. Mais pour 40 personnes, va voir, je peux trouver au moins 4 000 par personne. Parce qu'avec les business que je fais, je pouvais avoir au moins 120 000 pour ça. Ça, c'était parce que j'aime mon pays, parce que je veux faire quelque chose dans la salle avec les jeunes pour que nous arrivions tous ensemble à délivrer un message fort auprès de nos acteurs politiques, donc les aînés, pour qu'ils trouvent un autre moyen de faire la politique. Parce que là, c'était fort. Donc, c'est comme ça que dès que je parle avec le premier, l'autre qui me dit, mais non, mais nous, on va faire comment, combien tu vas nous payer? Je dis, mais moi, je ne cherche pas à payer les gens. Et donc, je finis même pas ma phrase, c'est les policiers qui arrivent et qui me demandent de monter avec eux. Bon, voilà, il est 18h, tu ne fais pas la résistance. Je dis, ok, je vais partir avec eux. Je suis parti. Bizarrement, quand j'arrive... Déjà, quand je suis dans la voiture, on me prend avec les 2 autres, sauf celui que moi j'avais appelé, donc mon contact. J'ai trouvé ça de bizarre. Et quand on arrive, bon, avec les 2 déjà, que je ne maîtrisais pas, ils commençaient à dire, mais ça c'est en lingala. Aujourd'hui, il y a un meeting, il y a une opposition, il y a bien. Je dis, mais attends, de quoi tu parles? Je n'avais pas encore compris que c'était un complot. Il me dit, mais de quoi tu parles? Il me dit, oui, mais tu nous appelles pour les histoires d'opposition, les meetings. Je dis, attends, on est le 21. Le meeting de l'opposition était prévu le 20. Alors, comment tu peux venir ici parler des meetings d'opposition que je mobilise pour les meetings d'opposition? Mais il n'y a pas un meeting d'opposition qui est préparé. Et j'ai commencé à trouver ça louche. Et l'autre qui prend, il commence à dire la même chose. C'est là où je me suis dit, ah, il y a un saint papa. Et là, je leur ai dit, faites extrêmement attention parce que si vous voulez avoir des nouvelles sur ce que moi je voulais faire, appelez votre ami
j'étais déjà sur le point de vous expliquer ce que j'allais faire. Et en plus, quand on était ensemble, je leur avais dit que si vous arrivez à trouver les 40 personnes, moi, l'argent, je vais donner dans la salle. C'est-à-dire, on finit l'activité, après, je peux libérer l'argent, parce que je ne peux pas vous donner l'argent comme ça, on ne sait jamais. Et donc là, on nous appelle, et puis on voulait tout de suite me mettre dans une cellule. Mais j'ai dit non, je ne peux pas aller dans une cellule comme ça, je ne sais même pas pourquoi vous m'avez emmené ici. Et donc j'ai exigé à parler avec un responsable de la DGST, et c'est là où je suis allé dans le bureau de monsieur le colonel Atipo. On a discuté avec lui, il me pose des questions sur le 9, je lui rappelle la loi, comme quoi, bon, c'était quand même le 9, on avait droit. Il me dit non, mais vous n'avez pas eu l'autorisation. Je lui dis oui, peut-être on a failli par là, mais est-ce que ça valait une arrestation? Parce que nous n'avons pas eu l'autorisation. Je lui ai rappelé que en ce moment-là, les autres faisaient la même chose, ceux qui étaient pour le changement de la Constitution. Mais je ne pense pas que toutes ces personnes ont eu l'autorisation. Et donc c'était une manière d'arranger les uns et pas les autres. Bon, après on a discuté, c'est lui qui me fait comprendre, bon écoute, pour les questions d'enquête et tout ça là, on doit te garder ici. Moi je lui ai rappelé que la garde à vue c'est 48 heures, peut-être 72 heures. Donc voilà comment ça s'est passé, et jusqu'à ce que, bon, ils n'ont rien trouvé sur moi. Voilà. Je reviens toujours sur ma question, on part sur, avez-vous été violenté, avez-vous été torturé lors de cette garde à vue? Non, j'ai pas été torturé ni violenté. Personne ne m'a touché. Je suis allé dans cette cellule. Tout ce que je peux dire, c'est que les conditions dans cette cellule, bon, on peut comprendre que c'est vraiment la prison. Et c'était vraiment la prison. C'était pas une liberté, mais me toucher, personne ne m'a touché. Et vous étiez resté combien de temps? J'ai fait 7 jours dans les cellules de la DGST. Au moment où on vous sort de là, on vous dit quoi exactement? Bon, déjà, on me pose des questions sur la provenance de l'argent, parce que j'avais quelque chose avec moi. Bah, j'explique au colonel que moi, je fais des affaires. Et ils ont quitté là. Il fallait aller trouver parce que j'avais une voiture. Qui m'a donné la voiture? Je leur ai dit que des fois, quand j'arrive à Brazza, je m'arrange toujours à ramener une voiture pour éviter les tracasseries des transports. Donc, avant tout ça, on a eu une confrontation avec les jeunes avec qui on était arrêtés. C'est que bizarrement, j'avais compris que ceux-là, ils n'étaient pas arrêtés. Parce que quand ils arrivent à la confrontation, ils avaient leur portable. Bien qu'ils se sont arrangés à avoir les mêmes habits qu'ils avaient lors de notre arrestation. Et après, bon, j'ai dit au colonel des choses que moi, je voulais faire. Et le colonel Atipo, en tant que responsable, je pense que il ne m'a pas cru tout de suite, et donc il a mené ses investigations. Je leur ai dit, allez-y même à Mikalo, allez-y voir partout où j'ai fait des rencontres citoyennes, quel est le message que moi j'apporte en tant que responsable de MJC. Et donc je lui ai rappelé que ma position pour le non au changement de la Constitution, je pense que c'était une position normale. Et donc je pense qu'il avait fini par comprendre, et ce jour-là quand il m'appelle, c'était pour vérifier s'il n'y avait pas des gens qui étaient derrière moi pour me pousser à aller commettre des actes un peu inciviques et tout. Je dis, même si on avait des gens comme ça, à partir du moment où ils vont venir vers moi, je vais les repousser, parce que je ne suis pas quelqu'un qui peut jouer ce genre de rôle. À ce moment-là, vous sortez, on vous donne un papier, quelque chose qui atteste que vous avez été arrêté et que vous pouvez sortir librement? Non, il n'y a pas eu des papiers, c'est juste une discussion qui est restée verbale, et puis voilà. Aujourd'hui, vous en gardez quoi? Cette aventure, s'il faut l'appeler ainsi? Bon, vous savez, j'ai compris par tout ce que j'ai vécu, c'est que notre pays est encore loin de la démocratie. Parce que si nous étions dans un pays de droit, un pays démocratique, je pense qu'il y a certaines choses, comme les arrestations arbitraires que moi j'ai subies, que les autres subissent jusqu'à présent, ça n'allait pas exister. C'est-à-dire, on a les fondamentaux de la démocratie, nous n'en avons pas encore atteint. Et donc aujourd'hui, j'ai du mal à comprendre ceux qui disent que le Congo, c'est une démocratie. Le Congo n'est pas encore une démocratie. Tout ce qui se passe au Congo, c'est la forme de la démocrature. Donc ce n'est pas encore une démocratie. Tout ce que je sais, c'est que je me dis, je dois me battre et je dois inciter les jeunes à se battre pour qu'une véritable démocratie s'installe dans notre pays.
Dave Ifrem Mafoula, vous savez très bien que la journée du 20 mai, une journée a marqué quasiment au fer rouge dans l'histoire de la politique congolaise. Des jeunes meurent. Une polémique va naître, c'est que du côté nord, notamment des quartiers nord, les jeunes ne sont pas mobilisés pour que cette journée soit un succès tel que l'avait souhaité l'opposition. Vous étiez sur place. Comment avez-vous vécu cette journée? Est-ce que vous pensez que cette polémique a lieu d'être aujourd'hui? Bon, je pense qu'il y a eu des organisations. Moi, je ne pouvais pas appeler ça succès, parce que une insurrection, c'est pas le résultat, c'est pas un succès. Lorsque vous arrivez à votre résultat, c'est pas vraiment un succès quand nous voyons des choses comme ça là. Mais ce qui s'est passé, je pense, parce que je n'ai pas aussi la maîtrise de comment ça s'est passé, parce qu'à un moment donné, je me suis éloigné parce que vous mettre en sécurité. Voilà, je voulais travailler avec les jeunes du MJC, mais il n'y a pas eu de mot d'ordre. Personne n'a donné de mot d'ordre, mais comme tout le monde, c'est-à-dire les gens étaient déjà avisés que le 20, il devait avoir quelque chose, et donc tout le monde était prêt. Est-ce que les gens étaient abandonnés à eux-mêmes finalement, puisqu'il n'y a pas eu de mot d'ordre, si vous le dites ainsi? Les gens sont sortis comme ça parce que bon, ils voulaient un peu arrêter avec, arrêter avec cette histoire de référendum à la con, référendum anticonstitutionnel. Et donc les gens sont sortis. Et puis bon, quand on dit que les quartiers nord de Brazzaville n'ont pas bougé, il y en a qui ont bougé, mais comme le lieu de rencontre c'était boulevard Alfred Raoul, et donc on avait, je pense, 2 jours ou 4 jours avant, une interdiction de manifester au boulevard des Armées. Et donc quand les gens sortent, bon, la police s'est arrangée à arrêter les gars du nord de rentrer au nord, et puis les gars du sud, il faut comprendre aussi leur comportement, c'est un réflexe pour eux. C'est-à-dire c'est des gens qui veulent en découdre. Et bon, ce qui s'est passé, je pense que c'était vraiment quelque chose de très, très fort. Et puis le 20 pour moi, c'est pas une journée que je vais dire que ça s'est bien passé. Non, je ne veux plus revivre ça. Parce qu'il y a eu des morts. Les jeunes ont été arrêtés, d'autres ont perdu la vie. Et c'est pas ça la politique. C'est pas ce que nous voulons. Moi, je suis de la nouvelle génération. Et je ne veux plus revivre ça.